Wysmeril est un vagabond. Un semi-elfe aux origines aussi tragiques que mystérieuses, qui erre sur les routes, ignorant de tout. Au fil de ses aventures, il fait la connaissance de personnages plus atypiques les uns que les autres. De ces rencontres, Wysmeril gagne en maturité et en intelligence. Il se complexifie pour devenir un personnage aux multiples facettes. Cette évolution lui donne accès à des responsabilités de plus en plus importantes qui l'obligent constamment à dépasser sa propre condition, dans un monde où le pouvoir est une source de conflit absolu entre différentes entités politiques et spirituelles. L'histoire de Wysmeril est celle d'un être né de rien pour devenir un dieu vivant parmi les hommes et luttant contre des forces qui cherchent en permanence à étouffer ses ambitions. Sa légende commence dans le sang et la boue, lorsque les vents du destin l'arrachent à sa misère pour le faire entrer dans les chroniques de la Lune Noire. Le choix d'une bande dessinée de fiction est une approche singulière des thématiques abordées en cours. On ne peut d'ailleurs pas affirmer que cette franchise, écrite par François-Marcel Froideval, soit particulièrement engagée du point de vue féministe ou de toute autre cause. Cependant, la collection des Chroniques de la Lune Noire initie une nouveauté dans l'univers de la bande dessinée française et de l'heroic fantasy, autour des années 1980 à 1990, puis ensuite avec la continuation de la licence devenue mythique. En effet, l'imaginaire développé dans ces ouvrages propose de nouvelles pistes de réflexion sur les rapports entre les champs de la sorcellerie et de la politique, dans un contexte où l'univers de l'heroic fantasy est encore marqué par une esthétique conservatrice et régi par des codes classiques. Après une courte partie dans laquelle nous tâcherons d'expliquer comment s'est construit l'univers des Chroniques de la Lune Noire, nous analyserons les points généraux de cet esprit classique de l'heroic fantasy tel qu'il a été appliqué au sein de la franchise. Nous observerons ensuite de quelle façon ses créateurs y ont fait émerger des singularités qui viennent transformer les rapports entre imaginaire sorcellaire et politique. Quand le terme d'heroic fantasy apparaît pour la première fois en 1967, le genre littéraire initié par des œuvres telles que Conan le Conquérant de Robert E. Howard ou encore Le Seigneur des Anneaux de Tolkien connaît déjà une grande popularité. Cette popularité dépasse vite la littérature américaine pour toucher le cinéma et la bande dessinée, où l'heroic fantasy rejoint la tendance du comics centré sur la production d'images pour grand public. Le genre de l'heroic fantasy est plus particulièrement approprié par la communauté du jeu de rôle qui se popularise dans les années 1980 et s'exporte à travers le monde. En France, les auteurs et les illustrateurs s'inspirent de ce modèle américain pour promouvoir un style d'heroic fantasy qui respecte à la fois les codes traditionnels du genre et permet également d'explorer ses limites. C'est dans cet esprit que les créateurs des Chroniques de la Lune Noire travaillent. On peut notamment citer 666, scénarisé par Froideval et situant l'action dans un univers contemporain réel, ou encore les sagas Requiem et Wicca, illustrées par Olivier Ledroit, et se rapprochant davantage des univers du gothique trash et du steampunk. Les Chroniques de la Lune Noire se découpent en différents arcs narratifs, dont les Chroniques sont le pilier central, qui compte 20 tomes parus entre 1989 et 2019. D'autres tomes, intitulés Les Arcanes de la Lune Noire, font figure de préquels à ces chroniques, et raconte les origines de certains personnages de son univers. La franchise, scénarisée par Froideval, connaît des évolutions graphiques, avec la succession de différents illustrateurs et coloristes entre ses albums, dont Olivier Ledroit, Cyril Pontet ou encore Fabrice Angleroux. Les Chroniques de la Lune Noire sont un univers à la structure complexe et souvent révisé par ses créateurs. Entre les différentes rééditions des premiers albums sous de nouvelles mises en page, les préquels avec les arcanes, mais également des spin-offs tels que les tomes de Métraton parus entre 2001 et 2006, ou encore les albums pilotes des Chroniques, dont Succubus, publié en 1996. On peut également citer le cas d'un tome 0, sorti entre les tomes 14 et 15, qui revient sur les origines du protagoniste principal des Chroniques, ainsi qu'un hors-série intitulé L'Empire de la Négation, paru entre les albums 15 et 16, qui vient approfondir le lore des Chroniques de la Lune Noire. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, la collection des Chroniques de la Lune Noire appuie un certain nombre de stéréotypes autour de la représentation de l'imaginaire sorcellaire qui, notons, sont autant liés à cette codification de l'univers de l'heroic fantasy qu'à la perception de cet imaginaire dans la culture populaire jusqu'au début du XXIe siècle. L'un des principaux stéréotypes est cette omniprésence du merveilleux
qui immerge constamment le lecteur dans un monde alternatif, où tout état irrationnel est banalisé. Par exemple, les créatures magiques, qui constituent un bestiaire de fantasmes dans l'heroic fantasy, ne sont plus attachées exclusivement à des espaces dits sauvages, mais vivent à présent dans les villes avec les humains. De la même façon, l'univers des chroniques s'attache à représenter beaucoup de figures stéréotypées liées à l'imaginaire sorcellaire, montrant ainsi que les êtres et les pratiques qui y sont associés restent attachés à un cadre mystérieux et séculaire, comme les sorcières de village, les sorcières errantes, les voyantes et les divinatrices, les apothicaires, et plus encore. Outre les stéréotypes précédemment évoqués, un certain mimétisme avec des réalités historiques s'exprime dans l'univers des Chroniques de la Lune Noire, à travers l'utilisation d'esthétiques et de concepts déjà existants. C'est le cas de la plupart des dogmes spirituels présents au sein de l'œuvre, largement inspirés du domaine de la chrétienté et des paganismes européens de l'Antiquité. Le plus représentatif est la présence au sein de cet univers d'une figure de Dieu unique, un terme souvent utilisé dans les scénarios d'heroic fantasy, mais également de la figure de Lucifer à la tête d'un royaume de démons. On peut également citer Métraton, une des principales entités spirituelles soutenant le protagoniste dans les chroniques, dont le style est directement inspiré de l'Égypte antique, ou encore la figure de l'oracle, qui est une référence au paganisme helléniste. Par ailleurs, le lecteur rencontre au sein des chroniques une puissance politique et théologique nommée l'Ordre de la Lumière, dont l'esthétique et les principes moraux sont totalement décalqués sur l'esthétique catholique. Cet ordre est souvent mis en comparaison avec une autre puissance politique nommée la Syzygie. La Syzygie incarne le véritable idéal moral et spirituel défendu par son leader, Parsifal, ce qui explique la présence des tables de la loi dans la capitale de la Syzygie, tandis que l'Ordre de la Lumière incarne davantage l'aspect décadent et corrompu de cette foi, porté par l'Église et son leader Fratus Sinister. Cet ordre fait entre autres office d'inquisition militaire, une charge assumée avec un peu trop de zèle, ce qui conduit souvent à des massacres immenses de populations jugées hérétiques. Il y a donc ce paradoxe très manichéen au sein des Chroniques de la Lune Noire, avec cette idée que la plupart des pratiques sorcellaires sont jugées immorales et bannies par certaines instances politiques et spirituelles, ce qui est plutôt ironique pour un univers où l'omniprésence du fantastique fait de la sorcellerie et du merveilleux des objets communs. Davantage sur l'aspect narratif, un point majeur qui vient concerter les codes classiques de l'heroic fantasy au sein des chroniques est cette reproduction du schéma du monomythe dans le développement des protagonistes principaux. La théorie du monomythe, développée par Joseph Campbell à la fin des années 1940, avance l'idée que tous les grands mythes s'inspirent d'un même schéma narratif dont il serait seulement des variations. Un héros part pour une aventure qui le sort de son quotidien. Dans ce voyage, il rencontre des figures de sagesse qui le guident et affronte des forces surnaturelles qui le dépassent, puis rentre chez lui victorieux avec la capacité de transmettre ses pouvoirs à ses semblables. Ce modèle à fonction initiatique est souvent repris dans l'univers des chroniques et même des arcanes de la Lune Noire. Dans le cas du protagoniste principal, toute l'histoire de Wismerhill vise à décrire cette ascension sociale et individuelle où chaque rencontre, et particulièrement les rencontres avec des figures de sorcellerie, lui permettent de s'élever un peu plus au-delà de son errance d'origine pour dominer un jour le monde des hommes. À ce propos, nous allons rentrer davantage dans les détails en expliquant à présent les innovations introduites par Froideval et ses illustrateurs à travers la franchise. Nous avions évoqué précédemment qu'il était paradoxal que des autorités politiques et institutionnelles humaines puissent s'imposer autant dans un monde régi par des lois surnaturelles et une omniprésence du merveilleux. Cependant, les humains sont loin d'être en situation de monopole, et l'une des premières innovations est la rupture de tout caractère anthropocentriste de l'œuvre. Outre les créatures magiques constamment présentes dans tous les espaces des chroniques, nous pouvons souligner que les protagonistes principaux sont des elfes, des semi-ogres et des démons. Une autre innovation remarquable dans les Chroniques de la Lune Noire est le caractère transidentitaire de certaines figures, d'un genre ou même d'un état à un autre. On peut citer l'oracle, personnage hiératique présent tout au long de la franchise et qui s'incarne sous la forme d'une femme, mais également la succube,
l'épouse de Wysmeril, qui est capable de changer de forme et de sexe selon son gré. Notons également Béfer et Néfer, les épées du personnage de Pile ou Face, toutes deux capables de parler et considérées comme de véritables femmes. Une dernière innovation que l'on peut souligner est le mélange subtil opéré par Froideval entre une narration épique teintée d'obscurité et un humour aussi absurde que grinçant qui contrebalance avec la tendance hiératique des figures traditionnelles de l'heroic fantasy. On observe d'autres spécificités dans le rapport des personnages et des institutions politiques à la sorcellerie au sein des chroniques de la Lune Noire, qui sont davantage en lien avec la façon dont l'univers de l'heroic fantasy a remanié la perception des pratiques sorcellaires. On découvre que la sorcellerie peut être instrumentalisée dans un but militaire, par exemple. C'est notamment le cas au sein de l'Empire de Lyn, la principale instance politique du début de la franchise, où des sorcières et sorciers sont formés pour son corps d'armée. La sorcellerie et ses pratiques peuvent également devenir un dogme politique à part entière, à l'image de la Lune Noire. La Lune Noire se décrit comme une théocratie avec une hiérarchie semblable à un modèle ecclésiastique, bien que de nombreuses personnes la qualifient plutôt de secte. Sa spiritualité est complexe, elle implique une dévotion et des pratiques à caractère quasi liturgique pour ses fidèles, nommés les Manta, mais elle cache également une partie beaucoup plus sombre. Son dirigeant suprême, l'archimage Hazeltorn, est le fils de Lucifer et n'hésite pas à recruter des démons à son service pour réaliser ses plans machiavéliques. Le motif de la Lune Noire lui-même peut rappeler l'esprit du wiccanisme, dont l'un des objets de vénération principaux est la Lune. Ce même motif apparaît sur les fronts de tous ses adeptes, qui se font d'ailleurs greffer une pierre magique afin de connecter leurs esprits. Par ailleurs, l'heroic fantasy n'exclut pas non plus le caractère indépendant de certaines pratiques sorcellaires, et y a développé tout un bestiaire de fantasmes autour de créatures que l'on retrouve au sein des chroniques de la Lune Noire. On peut citer les Banshees, qui sont des fantômes de sorcières venus hanter les vivants, mais également les démonistes, paradoxalement très présents au sein des institutions religieuses comme l'Ordre de la Lumière. Par exemple, son leader Fratus Sinister a lui-même connaissance des rites satanistes. Enfin, mentionnons les liches et les nécromanciens, des figures venues progressivement remplacer les sorcières et sorciers dans l'heroic fantasy et dont les pratiques sont centrées autour de la résurrection des morts. Derrière ces innovations très générales, Froideval et ses illustrateurs ont par ailleurs proposé des singularités au sein de la franchise qui viennent apporter une grande originalité à l'œuvre en la distinguant des aspects les plus traditionnels de l'heroic fantasy. La première et la plus sensible de ces singularités est la figure atypique de Wysmeril, le héros principal des chroniques. Wysmeril se présente comme un véritable contre-modèle du héros tel qu'imaginé par Howard avec Conan, dont les références visuelles principales à la fin des années 1990 sont Simon Bisley pour la bande dessinée et Arnold Schwarzenegger pour le cinéma. C'est également à Simon Bisley que l'on doit Slane, figure incontournable de l'heroic fantasy, largement inspiré de Conan le Barbare, avec cet esprit qui le rapproche du comics britannique, mais moins axé sur la bienséance et plus trash en quelque sorte. Les dessins de Bisley sont par ailleurs devenus des incontournables de l'imaginaire du jeu de rôle. Wysmeril n'incarne pas cette figure de virilité, souvent associée aux héros de fantasy. C'est un personnage mystérieux à l'apparence androgyne, souvent accentué dans les premiers albums par Olivier Ledroit et Cyril Pontet. Sa sexualité est également ambivalente, étant donné son lien avec la succube qui a la possibilité de changer d'apparence, et son étrange intimité avec ses amis proches. Si l'on prend du recul sur l'ensemble de la franchise, on peut remarquer une autre singularité impressionnante qui n'était peut-être pas envisagée par ses créateurs. L'évolution graphique de la collection, due à la succession des artistes qui l'ont illustrée, semble presque suivre cette évolution individuelle des personnages principaux, depuis leur début parfois abstrait jusqu'à leur accomplissement et leur concrétisation. Cette évolution graphique semble également transformer notre rapport au mystère de la sorcellerie, à l'origine un objet sujet à tous les interdits, puis, progressivement, un talent que les héros s'efforcent de manier de la façon la plus juste possible. Ce dernier point met en évidence une troisième singularité sur laquelle nous conclurons,
qui est la controverse autour de l'usage de la sorcellerie au sein des chroniques de la Lune Noire. La sorcellerie semble être l'affaire de tous et ne concerner personne. N'importe qui dans cet univers sombre peut apprendre ses secrets et les utiliser à des fins sociales, spirituelles, militaires ou tout simplement pour des raisons personnelles. Bien que cela ait tendance à minimiser le caractère unique et indépendant des figures de sorcellerie, ces dernières sont pourtant régulièrement persécutées par des autorités politiques ou morales qui n'hésitent pas elles-mêmes à avoir recours à des pratiques sorcellaires. Il y a donc une ambivalence assez instable autour de cet objet de pouvoir, entre d'une part la volonté de l'exclure et la condamner, et d'autre part la volonté de l'institutionnaliser, de régler sa pratique, ou bien de la réduire à un usage exclusif. L'équilibre entre le respect d'une tradition propre à l'heroic fantasy et l'innovation du genre est un exercice délicat que Froideval et ses illustrateurs se sont appropriés d'une façon très personnelle. Les chroniques de la Lune Noire marquent cette médiation entre un modèle classique très codifié, lieu de tous les stéréotypes ainsi que de l'inspiration moderne relative à la tradition occidentale, et un modèle contemporain ouvrant la voie à la singularité, à la transformation des rapports entretenus par le lecteur à l'imaginaire de l'heroic fantasy, aux relations entre pratiques sorcellaires et constructions politiques, et à leur représentation dans la culture populaire du début du XXIe siècle. Dans son ascension, Louis Merrill incarne cette dualité entre s'approprier la pratique de la sorcellerie et la mettre à distance, utiliser ses savoirs pour avancer, et en même temps continuer de s'en méfier, car l'influence de la sorcellerie est à double tranchant. Un héros énigmatique au cœur d'enjeux colossaux disputés par des forces qui le dépassent, Louis Merrill est un être aux mille visages, à la confluence des genres et des caractères, venu de nulle part et concentrant toute l'attention. Manipulé puis manipulateur, bienfaiteur et tyran, il est le héros aux nuances sombres, au milieu d'une galerie de personnages hauts en couleur. Ceux qui l'aident à s'accomplir se gardent de faire front devant lui, de peur d'être écrasés dans son sillage. Les chroniques de la Lune Noire sont un récit du pouvoir engendré par la sorcellerie, des êtres qu'il possède et fait grandir dans l'ombre, des enfants qu'il tourmente avant de les arracher à la boue pour un jour les asseoir sur le trône du monde.